last year in my speech at the Hall of Fame. Perception is reality. And, you know, I think sometimes he may have forgotten that, but don't let what we're doing at night get in the way of business. I mean, that was a Et si la légende qui a transformé la WWF en un empire mondial était aussi le cerveau derrière ses trahisons les plus sombres? Imaginez l'Undertaker, l'icône énigmatique du catch, levant soudainement le voile sur une conspiration qui s'étend du ring aux salles de conseil en passant par les scandales les plus infâmes des coulisses. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur des révélations choquantes que l'Undertaker vient de faire, découvrant comment Hulk Hogan a non seulement démantelé le premier syndicat du catch, mais a également utilisé son statut de superstar pour manipuler la politique, réduire au silence ses rivaux et étouffer un dérapage raciste enregistré. Et bien que l'empire de Hogan semble tout à fait bon et pieux, la vérité révèle un côté impitoyable que même l'empire de Vince McMahon n'a pas pu échapper. Préparez-vous à découvrir pourquoi l'Undertaker met le reste de la WWE sur les nerfs et comment cette vérité pourrait réécrire l'histoire du catch. Restez avec nous. Nous allons tout vous révéler sur Hulk Hogan et Vince McMahon. L'Undertaker avait toujours gardé le silence sur ceux qui l'avaient trahi, mais il se tenait maintenant devant le monde, n'étant plus une ombre en arrière-plan, et il révélait enfin la vérité sur Hulk Hogan et Vince McMahon. La vérité était une lame acérée qui transperçait net le vernis et la bravade qui avaient longtemps défini le monde du catch. Alors que les lumières s'estompaient, la foule attendait, le souffle coupé, l'histoire qui avait été enfouie pendant des années sous des couches de mythologie et de secrets corporatifs. Hulk Hogan, le héros plus grand que nature en rouge et jaune, avait longtemps été le visage de l'industrie. Il parlait aux enfants de prières et de vitamines, il plongeait des chevrons avec un leg drop tonitruant, et il était passé de héros à méchant avec le choc de son heel turn au sein du NWO. Pourtant, la légende qu'il avait bâtie avec son charisme cachait une réalité plus sombre. Derrière le personnage se trouvait un homme prêt à sacrifier quiconque et n'importe quoi pour préserver sa propre position. La pièce à conviction la plus accablante était une seule conversation, entendue par hasard. En 1986, alors que l'industrie du catch connaissait une explosion de popularité, les hommes et les femmes qui montaient sur le ring n'avaient aucune sécurité. Ils étaient classés comme travailleurs indépendants, ce qui signifiait aucune assurance maladie, aucun droit au chômage, aucune sécurité d'emploi. Ils voyageaient 300 jours par an, se produisaient nuit après nuit, et beaucoup souffraient de douleurs chroniques et de ruines financières. La promesse de la gloire était un mirage comparé à la dure réalité quotidienne. C'est Jesse Ventura, tout juste sorti du tournage de Predator, qui commença à entrevoir une issue à cette épreuve. C'était une figure charismatique et franche, qui savait trouver les mots pour rallier les catcheurs. Il se leva sur une chaise dans un vestiaire, s'adressa aux lutteurs et déclara « Le moment est venu pour nous de nous syndiquer ». Il promit que s'il refusait de se produire sans un syndicat en place, la loi fédérale obligerait la compagnie à se conformer. Il brossa un tableau où les coûts des soins de santé chutaient, où les prestations de retraite étaient établies et où la dignité était rendue à ceux qui avaient diverti des millions de personnes. Il parla de ce qui pourrait arriver si un syndicat existait. Il mentionna également que, si cela fonctionnait, il pourrait prendre sa retraite confortablement et se constituer une modeste pension. Il ne pensait pas seulement à lui-même, il pensait à chaque catcheur qui avait donné son corps et son âme à l'industrie. Le catalyseur de sa détermination vint d'une source inattendue. Lors d'un vol vers Las Vegas, il partagea une cabine d'ascenseur avec Jean Upshaw, le président de la NFL Players Association, qui lui dit « Vous les gars avez besoin d'un syndicat ». Cette simple déclaration alluma un feu. Ventura ramena cette étincelle dans le monde du catch, et le lendemain, il prononça son discours passionné sur le ring, espérant rassembler les catcheurs. Vince McMahon, cependant, écoutait déjà. Ventura raconta plus tard à son avocat que l'appel avait été trahi. Un homme dans le vestiaire avait trahi Ventura, un traître qui existait partout, mais personne ne savait qui. McMahon n'avait aucune idée de la façon dont il avait entendu parler du syndicat. Pourtant, lorsque l'avocat de Ventura l'interrogea lors d'une déposition, McMahon répondit « Hulk Hogan me l'a dit ». Il n'y eut aucune hésitation. Hulk Hogan était une star, le leader du vestiaire, le plus grand nom de la compagnie, mais c'était lui qui avait trahi ses collègues catcheurs.
La révélation fut un coup de tonnerre. Hogan, la personne qui prêchait sur le bien fondé des choses, était celle qui avait trahi Ventura. L'aveu de McMahon confirma que Ventura n'avait pas été le seul dans cette trahison. Hogan avait gagné plus que l'ensemble du roster de WrestleMania 3 réuni, et il n'avait aucune raison de faire des vagues. Le système actuel fonctionnait pour lui, il le rendait incroyablement riche. Dans un vestiaire qui aurait dû être un lieu de solidarité, Hogan avait été celui qui l'avait brisé. Les conséquences de cette trahison ne pouvaient être sous-estimées. Le catch professionnel reste l'une des rares grandes industries du divertissement sans représentation syndicale. Les catcheurs doivent toujours vivre comme des travailleurs indépendants, sans assurance maladie, sans allocation de chômage, ni sécurité d'emploi. De nombreuses carrières auraient pu être sauvées. De nombreux catcheurs auraient pu prendre leur retraite avec dignité au lieu de mourir fauchés et brisés. Le schéma de manipulation de Hogan était devenu un modèle pour l'industrie. Le schéma suivant fut l'utilisation du contrôle créatif. La clause contractuelle de Hogan lui donnait le pouvoir de s'opposer au scénario ou au dénouement de match qu'il jugeait défavorable. Entre les mains d'une star de premier plan, cela pouvait être raisonnable. Mais pour Hogan, cela devint une arme qui détruisit des carrières et brisa des rêves. C'était un pouvoir qui pouvait être utilisé ou simplement menacé. L'un des exemples les plus dévastateurs de cette politique fut WCW Starrcade 1997. La préparation avait été une amée de narration, un crescendo narratif, où Sting était finalement censé vaincre le leader du NWO et reconquérir la WCW pour les gentils. L'un des exemples les plus dévastateurs de cette politique fut WCW Starrcade 1997. La préparation avait été une année de narration, un crescendo narratif, où Sting était finalement censé vaincre le leader du NWO et reconquérir la WCW pour les gentils. Les fans avaient bâti l'anticipation, le rugissement, le sentiment électrique d'un climax d'histoire. Pourtant, Hogan refusa de laisser Sting perdre proprement. Le dénouement impliqua un compte rapide de l'arbitre Nick Patrick, un résultat confus qui désorienta le public et dilua le triomphe de Sting. Les fans quittèrent l'arène déçus, leurs attentes non satisfaites. Ce fut une fin bâclée qui effaça l'impact de ce qui aurait dû être le triomphe d'une légende du catch, transformant une histoire comparable à celle de Luke Skywalker battant Dark Vador en un gâchis confus. Le schéma n'était pas isolé. Hogan n'avait utilisé son contrôle créatif qu'une seule fois, selon Eric Bischoff. Mais les récits d'autres catcheurs dépeignaient une image différente. La menace de son pouvoir suffisait à lui faire obtenir ce qu'il voulait, et les dégâts s'étendaient au-delà de la WCW. À la WWE, ces manœuvres politiques avaient déjà commencé à détruire des carrières et des scénarios. L'un des exemples les plus flagrants concernait Bret Hart, positionné comme la prochaine grande star de la WWE après le départ de Hogan. Bret Hart était un catcheur qui avait été désigné comme la prochaine grande vedette, un nom qui avait déjà commencé à prendre de l'ampleur. Le schéma de manipulation était un signe clair de l'environnement toxique que Hogan avait créé. Un environnement toxique qui avait transformé l'industrie du catch en son terrain de jeu personnel. La révélation de l'Undertaker n'était pas seulement une catharsis émotionnelle, c'était une vérité qui brisait la mythologie et ouvrait un nouveau chapitre pour les catcheurs qui continuaient de mener les mêmes combats que Ventura avait tenté d'aborder en 1986. L'histoire était toujours en cours. Alors que la voix de l'Undertaker traversait le bruit, le monde pouvait enfin voir que l'industrie du catch manquait toujours d'un syndicat, manquait toujours du filet de sécurité qui protégerait la vie de ceux qui risquaient tout pour divertir le monde. La vérité était une lame acérée qui transperçait net le vernis et la bravade qui avaient longtemps défini le monde du catch. C'était une histoire qui avait été enfouie pendant des années sous des couches de mythologie et de secrets corporatifs. Regardless of what anybody thinks, deep in his heart, he's one of the boys. He really is. And he has that. L'histoire était enfin racontée, et le monde pouvait enfin voir l'homme derrière le héros et le système qui permettait à un seul individu puissant de manipuler et de modeler l'industrie au détriment de tous les autres. La voix de l'Undertaker, autrefois calme et respectueuse, transperce le mythe, exposant une couche plus sombre sous la légende étincelante de Hogan. Ce n'était pas une simple erreur, dit-il. C'était une cascade de choix, chacun alimentant le suivant jusqu'à ce que tout le tissu du monde du catch commence à s'effilocher.
Sur ces mots, l'histoire se tourne vers le refus de Hogan de céder le titre à Hart, les réseaux de népotisme qui s'étendaient à la WCW, le sabotage d'une étoile montante et la propagation incessante de mensonges qui, avec le temps, transformaient un héros en paria. L'incident de Hart est au cœur du pouvoir politique de Hogan. Lorsque Vince McMahon et Hogan étaient tous deux assis à la table du conseil d'administration, la décision était claire. Le plus grand heel du monde ne pouvait se permettre de partager la vedette avec un compétiteur plus jeune et plus léger. Même si Hart, un catcheur de véritable talent, avait remporté la ceinture de championnat sur la grande scène, le refus de Hogan de la céder envoya un message glaçant. C'était plus qu'un simple refus de titre. C'était une démonstration que les plus grands noms de l'industrie étaient prêts à étouffer le potentiel pour garder les projecteurs fermement sur eux-mêmes. Ce refus se répercuta dans toute l'industrie, créant un climat où les nouveaux visages ne pouvaient jamais prendre pied sans la bénédiction d'un gardien. Et ce gardien, comme le montre le récit, utilisait son pouvoir non seulement pour protéger sa propre position, mais aussi pour élever quelques privilégiés. Briscoe et un groupe de loyalistes virent leur carrière propulsée, tandis que des catcheurs honnêtes passaient à travers les mailles du filet. La chaîne népotique est évidente dans la façon dont l'histoire de Briscoe s'est entrelacée avec les décisions de Hogan. Lorsque Hogan refusa de céder le titre à Hart, le même schéma de favoritisme s'étendit à d'autres promotions comme la TNA et même des événements indépendants où la présence de Hogan semblait apporter un coup de pouce, une place garantie sur une carte qui aurait autrement été contestée. L'effet était clair, les catcheurs étaient contraints de choisir entre loyauté et ambition, la loyauté rapportant souvent peu de récompenses. Le sabotage de l'élan de Steiner offre une illustration plus personnelle de cette politique. Steiner, autrefois une étoile brillante et montante, se retrouva étouffé par Hogan. Dans les jours précédant l'incident de la sextape, la politique des coulisses de la WWE avait déjà commencé à éroder sa carrière. La frustration de Steiner n'était pas seulement professionnelle. Elle devint une vendetta personnelle lorsque Hogan lui refusa l'opportunité de concourir pour le titre, invoquant uniquement son propre programme politique. Dans le feu d'un match, Steiner dit un jour à la foule que Hogan lui avait coupé les ailes. Le vrai coup dur vint lorsque l'ingérence de Hogan dans les matchs de Steiner devint une tactique délibérée, un moyen d'empêcher Steiner de gravir les échelons. Steiner fut contraint de voir son potentiel lui être arraché, alors que le nom de Hogan devenait synonyme de victime de son propre ego. Le même schéma se répandit à travers la WCW, où l'influence de Hogan se manifestait par des décisions qui freinaient les autres compétiteurs. L'incident de Hart, encore une fois, faisait écho à un refus répété de céder le titre, renforçant l'idée que le pouvoir de Hogan n'était pas seulement personnel, mais structurel. À la TNA, la présence de Hogan était une arme à double tranchant. Elle apportait de la reconnaissance à la marque, mais aussi un climat où la politique l'emportait sur le mérite. Les mêmes tactiques politiques qui empêchaient les catcheurs de progresser se répercutaient dans les promotions plus petites, créant une culture de la peur plus large. Pourtant, derrière la politique, il y avait des fissures encore plus profondes, un réseau d'histoires fabriquées qui s'étendait sur des décennies. Le récit de Hogan sur son héroïsme musclé était ponctué de fausses allégations concernant l'usage de drogue, de stéroïdes et même sa santé personnelle. Les affirmations de Billy Graham et le scandale des stéroïdes révèlent un homme qui niait publiquement de tels comportements tout en s'y adonnant en privé. Cette contradiction a amplifié son problème de réputation, car elle a mis en lumière une tromperie calculée qui avait commencé des années auparavant et n'avait pas été corrigée. Le mensonge de Hogan concernant son usage de stéroïdes a été mis en lumière lorsque Billy Graham, qui avait été celui qui avait exposé l'usage de stéroïdes par Hogan dans le passé, a révélé que Hogan l'avait nié publiquement tout en l'admettant en privé. La dissonance entre les deux déclarations n'était pas une affaire triviale, mais une profonde hypocrisie morale. Cela a été amplifié par les affirmations répétées de Hogan concernant sa propre santé et l'utilisation de stéroïdes qui ont été diffusées à la télévision nationale, influençant ainsi l'impression de la jeune génération qui l'idolâtrait. Encore plus désastreuses furent les histoires fabriquées par Hogan qui se sont répandues sur Internet.
Les rumeurs concernant ses interactions avec le groupe Metallica, les affirmations sur sa rencontre avec la superstar Billy Graham et l'allégation d'usage de stéroïdes à la télévision nationale, tout cela est devenu partie intégrante du récit plus large selon lequel Hogan était devenu un menteur. Les allégations concernant la relation d'un enfant avec un homme noir, découvertes dans une sextape, ont également dépeint Hogan comme un raciste. Cette révélation a eu des conséquences immédiates. La WWE a renvoyé Hogan et l'a retiré du Hall of Fame. Les retombées ont été immédiates et dureraient des années. La réaction de l'industrie fut rapide. Mark Henry, un catcheur éminent, s'exprima ouvertement, notant que Hogan n'avait pas fait d'efforts sincères pour réparer sa réputation, approfondissant la méfiance. Lorsque la WWE tenta de le réhabiliter en 2018 en le réintégrant au Hall of Fame, la réponse fut glaciale. Le New Day publia un communiqué indiquant que leur communauté avait du mal à pardonner, tandis que l'Undertaker exprima que sa réaction au retour de Hogan à la WWE n'était pas un simple geste, mais une déclaration de responsabilité. En bref, les tentatives de rédemption de Hogan furent largement considérées comme des échecs. Même la déclaration de son propre fils concernant le manque de remords de son père fut ignorée, et la réaction de l'industrie fut de maintenir les projecteurs sur lui. L'Undertaker, une légende à part entière, prit un moment pour discuter du changement culturel qui a conduit à l'acceptation d'une personnalité aussi impardonnable. Autrefois, la politique des coulisses du catch aurait pu rester cachée, mais l'ère des podcasts et des médias sociaux a rendu la vérité impossible à garder secrète. Le commentaire de l'Undertaker a souligné que les fans et les catcheurs ont découvert la trahison syndicale, les jeux politiques, les mensonges et le racisme. La combinaison de tout cela a fait de lui un exemple à ne pas suivre. C'est pourquoi une figure de la stature de Hogan, autrefois champion, est maintenant considérée comme un paria. Le récit montre en outre que même Seth Rollins, un fan qui a grandi avec Hogan, ne s'est pas entièrement racheté. La critique est venue de MVP, qui a publié un mème qualifiant Hogan de menteur pathologique. Tony Khan, le président de l'AEW, a banni Hogan de tous les événements de l'AEW, montrant une désapprobation à l'échelle de l'industrie. Il ne s'agissait pas de simples critiques, mais d'une déclaration de ceux qui ont enfin eu le courage de dire la vérité sur l'homme qui a passé des années à se cacher derrière un mensonge. À la TNA, l'histoire de Hogan s'est poursuivie avec les jeux politiques qui avaient été joués à la WWE. Le schéma s'est répété avec le même récit de favoritisme et d'élimination d'autres catcheurs de la promotion. Le récit continue avec l'histoire de la façon dont la rébellion syndicale, les jeux politiques, les mensonges et le racisme ont finalement façonné l'ensemble du monde du catch. Le message final de l'Undertaker est que l'héritage de Hulk Hogan n'était pas un scandale isolé, mais l'aboutissement d'une longue histoire d'égoïsme. L'histoire de l'Undertaker révélant tout sur Hogan n'est pas seulement une histoire personnelle, elle porte sur les conséquences de placer l'ambition personnelle au-dessus de la décence humaine. It's not that circus, carny kind of thing anymore. It is a big, huge business. Elle montre comment la culture de l'industrie du catch, qui protège ses plus grandes stars, a permis des comportements qui auraient dû être condamnés dès le début. Les catcheurs qui détestent Hulk Hogan sont ceux qui ont finalement eu le courage de dire la vérité. Ce furent les vrais héros, car ils ont exposé un homme qui avait passé des décennies à se cacher derrière un mensonge. Ils nous ont rappelé qu'une réputation peut être bâtie toute une vie, mais qu'elle peut aussi être détruite en un instant, et que la vérité, aussi soigneusement cachée soit-elle, trouve toujours un moyen de faire surface. Cette histoire, racontée par la voix de l'Undertaker, nous laisse un puissant rappel. Dans un monde où l'image est tout, l'intégrité est ce qui compte le plus. Les révélations de l'Undertaker sont un appel aux catcheurs et aux fans à reconnaître la différence entre une personnalité publique et une réalité privée. C'est un avertissement qu'aucun héros ne peut se cacher éternellement derrière un masque et que chaque action, même à huis clos, résonne dans l'esprit de ceux qui assistent au spectacle. En fin de compte, c'est l'histoire d'une légende transformée en mise en garde. Les révélations de l'Undertaker transpercent les couches du mythe, exposant un noyau plus sombre sous la légende scintillante de Hogan. Il commence par réciter un moment clé longtemps enfoui, le moment où Hogan n'a pas voulu céder le championnat à Bret Hart.
Devant un public en direct, Hart avait gagné le titre en battant un adversaire redoutable. Mais la décision de garder la ceinture est devenue un symbole de la politique égoïste de Hogan. Le refus n'était pas un simple choix commercial, c'était un acte délibéré pour préserver le statu quo et protéger le pouvoir que Hogan exerçait sur chaque booking. Dans les coulisses de la WCW, le même schéma se répétait avec une précision impitoyable. L'insistance de Hogan à conserver le championnat signifiait qu'il utilisait tous les outils à sa disposition, népotisme et favoritisme, pour maintenir le contrôle. Briscoe et un groupe de catcheurs qui avaient le privilège de travailler à ses côtés se virent offrir des opportunités que Hart et d'innombrables autres ne purent jamais revendiquer. Ce favoritisme devint une illustration claire de la manière dont l'agenda politique de Hogan était tissé dans le tissu même de chaque promotion. Lorsque le titre ne fut jamais transmis à Hart, la même machine politique qui bénéficiait de cette décision étendit également son emprise sur des promotions plus petites et moins puissantes. Cela créa un environnement où les nouveaux talents ne pouvaient jamais prendre pied à moins d'être prêts à se soumettre à Hogan ou à travailler en silence. L'Undertaker fait un lien personnel avec une star qu'il appelait une force montante, l'homme qui avait le pouvoir de devenir le meilleur heel du monde. Cet homme avait un avenir brillant et une revendication légitime au championnat. Pourtant, la politique de Hogan rendait difficile pour quiconque d'obtenir le titre ou même d'être considéré pour une place sur la carte principale. Les conséquences furent rapides. Hart n'eut jamais une autre chance de défendre la ceinture. La même histoire se déroula dans la politique interne de la WWE, avec le même refus de Hogan et McMahon de donner le championnat à Hart, renforçant les mêmes schémas de favoritisme et de blocage. L'histoire de Steiner, quant à elle, offre un aperçu plus intime de la politique qui a façonné l'industrie. Steiner, un catcheur qui avait commencé à gagner en popularité, s'est vu refuser l'opportunité de concourir pour le championnat. Lorsque Hogan fut sollicité pour prendre une décision concernant le titre, il déclara « Je ne le partagerai avec personne ». Le nom de Hogan était devenu synonyme de l'idée que son ego était aux commandes. L'histoire montre que la frustration de Steiner n'était pas seulement professionnelle, elle devint personnelle lorsque Hogan lui refusa l'opportunité d'obtenir le titre. L'Undertaker souligne que le sabotage de l'élan de Steiner n'était pas un événement soudain. C'était une affaire continue. La décision de conserver le championnat, la décision de favoriser Briscoe et d'autres, et la décision d'étouffer les nouveaux talents. C'était une démonstration claire de la façon dont la politique du catch peut façonner la carrière d'un catcheur. Alors que la réputation de Hogan commençait à s'effriter, l'Undertaker nous rappelle que le véritable préjudice était l'érosion de l'intégrité de l'industrie. La politique qui était au centre de la WCW a eu un impact sur l'ensemble de l'industrie, affectant des promotions aussi éloignées que la TNA et les événements de catch indépendants. L'Undertaker souligne également comment l'influence de Hogan s'est étendue au-delà de la WCW. À la TNA, la présence de Hogan était une arme à double tranchant. Elle apportait de la reconnaissance, mais elle imposait également une culture où la politique primait sur le talent. Les mêmes tactiques politiques qui freinaient la progression des catcheurs se reflétaient dans les promotions plus petites, créant un climat où la politique l'emportait sur le mérite. C'était une arme à double tranchant, et l'histoire était celle d'un système qui ne pouvait être brisé tant que le pouvoir n'était pas retiré. Derrière la politique, l'Undertaker révèle une couche plus profonde de mensonges qui se sont répandus sur des décennies. Les histoires fabriquées par Hogan sur l'usage de drogues et de stéroïdes n'étaient pas de simples rumeurs, elles étaient un réseau de faussetés qui ont façonné le récit du monde du catch. Dans des interviews, Hogan a nié consommer des stéroïdes tout en admettant une consommation privée, une contradiction révélée par Billy Graham et le scandale des stéroïdes. Les mensonges qui se sont répandus sur Internet étaient plus que de simples rumeurs. Ils faisaient partie d'un récit plus large selon lequel Hogan était devenu un menteur, un homme incapable de garder sa vérité en lui. Les histoires concernant son interaction avec le groupe Metallica, sa rencontre avec la superstar Billy Graham et sa propre consommation de stéroïdes à la télévision nationale ont été amplifiées par le web, créant l'image du plus grand catcheur du monde comme un menteur. L'histoire du racisme de Hogan a ajouté une couche plus sombre à la légende, créant le sentiment d'une identité de héros construite sur des mensonges.
La sextape impliquant la relation d'un enfant avec un homme noir a été découverte, révélant que Hogan avait utilisé une sextape pour répandre une histoire qui le dépeignait comme raciste. La révélation a provoqué des conséquences immédiates. La WWE a renvoyé Hogan et l'a retiré du Hall of Fame, marquant le début d'une saga plus longue. La réaction de l'industrie a été rapide. Mark Henry, un catcheur éminent, s'est exprimé ouvertement sur le manque de remords sincères de Hogan, et l'échec de sa tentative de réparer sa réputation a approfondi la méfiance. Lorsque la WWE a tenté de le réhabiliter en 2018 en le réintégrant au Hall of Fame, la réponse fut sévère. Le New Day a publié un communiqué indiquant que leur communauté avait du mal à pardonner. L'Undertaker, une légende à part entière, a exprimé que sa réaction au retour de Hogan à la WWE n'était pas un simple geste, mais une déclaration de responsabilité. En bref, les tentatives de rédemption de Hogan furent largement considérées comme des échecs. Même la déclaration de son propre fils, concernant le manque de remords de son père, fut ignorée, et la réaction de l'industrie fut de maintenir les projecteurs sur lui. L'Undertaker, une légende à part entière, a pris un moment pour discuter du changement culturel qui a conduit à l'acceptation d'une personnalité aussi impardonnable. Autrefois, la politique des coulisses du catch aurait pu rester cachée, mais l'ère des podcasts et des médias sociaux a rendu la vérité impossible à garder secrète. Le commentaire de l'Undertaker a souligné que les fans et les catcheurs ont découvert la trahison syndicale, les jeux politiques, les mensonges et le racisme. La combinaison de tout cela a fait de lui un exemple à ne pas suivre. C'est pourquoi une figure de la stature de Hogan, autrefois champion, est maintenant considérée comme un paria. Le récit montre en outre que même Seth Rollins, un fan qui a grandi avec Hogan, ne s'est pas entièrement racheté. La critique est venue de MVP, qui a publié un mème qualifiant Hogan de menteur pathologique. Tony Khan, le président de l'AEW, a banni Hogan de tous les événements de l'AEW, montrant une désapprobation à l'échelle de l'industrie. Il ne s'agissait pas de simples critiques, mais d'une déclaration de ceux qui ont enfin eu le courage de dire la vérité sur l'homme qui a passé des décennies à se cacher derrière un mensonge.